Ça peut être des parcs industriels, des parcs d'innovation technologique ou des zones sous douane qui facilitent l'expérimentation et l'innovation dans un large éventail de secteurs d'activité. Alors pourquoi ce choix stratégique? C'est parce que les ES ont largement contribué à la croissance économique de plusieurs pays, dont la Chine. Et là-bas, les indicateurs sont particulièrement éloquents. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, donc juste quelques-uns. Les ES en Chine représentent 22% du PIB, 46% des investissements directs étrangers, 60% des exportations et plus de 30 millions d'emplois créés. Donc, évidemment, en Afrique, on s'en est inspiré et plusieurs pays ont également mis en place des ES, mais les résultats sont contrastés. Il y a bien sûr des success stories, c'est pour ça que j'espère que le PDG de Tangemed sera là pour nous dire pourquoi au Maroc ça marche bien, mais on a constaté aussi des défis quant à l'efficacité des modèles mis en œuvre et puis sur la question de la compétitivité. Alors, il y a un autre point d'intérêt qui est l'interaction positive que peut avoir la ZLECAf avec les ES, notamment en termes d'accès au marché, la création d'emplois, l'intégration commerciale des espaces économiques africains. Alors, la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale africaine qui est entrée en vigueur en janvier 2021, c'est-à-dire, théoriquement, elle est déjà opérationnelle. Mais évidemment, il y a encore pas mal de conditions à remplir pour qu'elle puisse vraiment se déployer complètement. Mais elle a un potentiel de développement extrêmement élevé et nous allons parler, on va essayer de parler des interactions possibles et comment les ES au Sénégal ou ailleurs peuvent profiter des législations et de tous les mécanismes mis en place par la ZLECAf. Alors, pour nous éclairer sur tous ces sujets, nos intervenants sont tous des spécialistes de la chaîne de valeur du secteur de l'industrie. Alors, parmi ceux qui sont là, donc, j'ai le plaisir de vous présenter M. Alain Sakara, qui est Chief Strategy Officer de Arise. Et Arise, qui est une organisation qui se présente comme un développeur panafricain d'écosystèmes industriels. Sa société est présente au Gabon, avec la zone économique spéciale, au Bénin, avec la zone industrielle de Glo-Djigbe, et au Togo, avec la plateforme industrielle d'Adé Tikopé. Leurs zones industrielles en Côte d'Ivoire et au Tchad sont en cours de développement et seront principalement dédiées à la transformation des produits agricoles. Alors, M. Daouda Berté a été remplacé par son collègue M. Maïga et ils sont de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Et j'ai aussi M. Christophe Yvetot, qui est représentant pays, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, à Vienne, basé à Vienne. Mais lui, c'est le représentant au Sénégal. Et je rappelle que l'objectif principal de l'ONUDI est de promouvoir et d'accélérer le développement industriel dans les pays en développement, notamment dans les pays les moins avancés. Et M. Yvetot aura sans doute l'occasion de nous dire comment ils s'inscrivent dans la nouvelle politique du gouvernement du Sénégal et notamment dans les ES. Enfin, parmi les présents aussi, j'ai... Voilà. Monsieur présent est aussi Monsieur Simon Sounou, qui est vice-président international Parks et Economic Zone à DP World, c'est-à-dire Dubai Ports Authority World. Il se présente en anglais comme les leading provider of smart logistics solutions. C'est à peu près la même chose que tout à l'heure.
et qui facilite le commerce et les échanges commerciaux à travers le globe. Et il y a une, je dirais, je sais pas, on peut l'appeler succursale à Dakar ou une branche à Dakar. Voilà, voilà nos 4 panélistes en attendant. Alors, on va commencer par Rice. Bon, alors peut-être je vais, ça oblige à réorganiser un petit peu les choses. On va commencer par monsieur, oh là là, c'est monsieur Sakara. Monsieur Sakara, vous parlez français, je crois. Oui. Okay. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, parlez-nous un peu de Arise et puis du lien que vous avez avec les S au Sénégal et quelle est l'activité que vous menez, comment vous vous insérez dans le processus? Merci. Juste une correction, mon nom c'est Saraka. Ah, c'était presque comme Sankara, Saraka. Merci bien de me passer la parole en premier. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez si bien expliqué, Rise, c'est un groupe qui développe, qui finance et qui gère des zones industrielles, des plateformes logistiques aussi à travers le continent. En tout cas, on essaie d'apporter des solutions logistiques et des solutions de développement industriel dans les pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Nous sommes principalement au Gabon, nous sommes au Bénin, au Togo, nous sommes, comme vous l'avez dit, en Côte d'Ivoire où la zone est en construction. Nous sommes au Tchad où la zone est en construction aussi et plutôt vers la fin, les activités même ont plutôt déjà commencé parce que nous transformons des produits liés à la viande et à tout ce qui est tannerie et tout ce qui est autour de l'industrie animale. Nous sommes au Congo, nous sommes en RDC, nous sommes au Rwanda, donc, et nous regardons d'autres pays encore. Nous avons aujourd'hui à peu près 10 pays dans notre portefeuille. Avec d'ici l'année prochaine, nous allons sûrement monter à 15 pays. Nous sommes en discussion avec des gouvernements. Et pour donner un peu rapidement, pas monopoliser la parole, une genèse de ce que c'est Rise. Rise a commencé avec, il y a un peu plus de 10 ans, avec Olam, qui s'installait au Gabon et qui faisait des activités agricoles, développait ses activités agricoles, qui s'est rendu compte qu'il manquait il y avait des infrastructures, mais qui n'étaient peut-être pas assez développées pour le type de projet qu'il voulait faire. Donc, Rise a discuté avec le gouvernement et s'est dit comment on peut faire pour nous répondre à nos besoins et en même temps contribuer à aider le Gabon à surtout se sortir du tout gaz et pétrole. Et donc, l'idée, c'était voilà, de faire de l'agriculture, transformer une partie de cette agriculture-là localement. Et comme ils avaient identifié aussi qu'il y avait du bois, le Gabon est un des pays, aujourd'hui, tout le monde sait que l'Afrique centrale, cette zone-là, c'est devant même l'Amazonie, c'est le poumon du monde, parce que c'est là-bas encore qu'il reste beaucoup de forêts vierges. Mais on a dit on va exploiter une partie de ce bois-là de façon soutenable. J'allais vous le demander, que c'est vraiment de façon durable et soutenable. Oui, de façon soutenable pour créer des emplois, aider le pays à s'industrialiser, à sortir du tout bois. Donc voilà, et bon, de fil en aiguille, avec le succès que nous avons eu au Gabon, d'autres pays nous ont contactés. La Côte d'Ivoire qui était le premier, mais ça a pris un peu plus de temps, et d'autres pays qui ont joint plus rapidement, le Togo, le Bénin. Et voilà, et après nous avons, comme j'ai cité, tous les autres pays qui ont vu ce qu'on pouvait faire avec des zones industrielles et qui signent des partenariats avec Rise pour essayer, en identifier. C'est un vrai partenariat, comme il a été dit ce matin, ce sont des vrais partenariats
je dirais public-privé, presque gagnant-gagnant, parce que c'est une discussion entre deux parties qui essaient de trouver leurs intérêts. On ne va pas dire que c'est du bénévolat, ce serait faux, ce serait tromper les gens. Mais ce serait louche aussi, ce serait louche. Pourquoi feriez-vous du bénévolat? Voilà. Et donc, essayer de trouver des arrangements qui arrangent les deux parties. Et donc, voilà, on identifie les ressources en place, les besoins, la demande. C'est pas forcément des ressources agricoles ou des ressources naturelles, ça peut être autre chose, ça peut être de l'assemblage, ça peut être répondre à des besoins logistiques, par exemple des ports secs, parce que surtout pour des pays enclavés, par exemple, qui ont besoin de transporter des matières de pays qui ont des ports vers ces pays-là, il y a des solutions comme ça à apporter. Et donc, on propose des solutions comme ça chez Euraise. Voilà. Ah oui, multiforme. Et alors, par rapport au Sénégal et aux zones économiques spéciales qui existent ou qui vont naître, parce qu'il y a déjà Diamniadio, quelle est votre activité là-dedans? Vous êtes déjà des partenaires ou vous souhaitez le devenir? Mais, bon, sans dévoiler de secret, on est en train de travailler avec l'APIX aujourd'hui pour développer une zone économique spéciale et une plateforme logistique à Dias, donc pas loin d'ici, à côté de l'aéroport. Aujourd'hui, pour être honnête avec vous, on est encore au stade des études pour identifier les chaînes de valeur qui vont permettre d'arriver à rendre cette zone-là efficace. Mais c'est un projet qui va avancer très vite et franchement, il y a du potentiel. Donc, après tous les autres pays, on a décidé, malgré les zones industrielles qui existent déjà au Sénégal, de venir au Sénégal, c'est parce que, comme a dit le président ce matin, il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Et alors, avant de passer à un autre panéliste, je voudrais encore savoir, dans le choix des secteurs qui s'implantent dans les S, vous avez maintenant une certaine expérience dans les pays africains, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres, que vous recommandez plus que d'autres? Là, vous avez, au Gabon, c'était l'agriculture avec le groupe Olam, en tant qu'autre. Et au Sénégal, est-ce que ce sera plus aussi dans ce secteur-là ou dans d'autres? Le Sénégal a un certain nombre de potentialités. Les études sont en cours, mais je pense que, vu la localisation du Sénégal et des matières premières qu'il y a disponibles ici, il y a plein de choses à faire, même quelquefois dans la transformation de produits au début qu'on peut ne pas imaginer, donc des graines, des choses comme ça. On est encore au stade des études, pour être honnête avec vous. Hein. On va identifier les chaînes de valeur, mais rien que sur la question du parc logistique, qui est une composante importante du projet, le fait que ce soit situé à côté d'un aéroport rend ce projet-là de facto viable. Et vous voyez que la ville, Dakar, est en train de s'étendre. Et donc, il y a rien, par exemple, on en a discuté ce matin, avoir des entrepôts pour stocker les marchandises avant de les dispatcher dans le pays. Ça peut être quelque chose aussi qu'on va faire. Donc les études sont en cours, on va identifier, c'est pas seulement que des matières premières agricoles. En Afrique, il y a une demande, vous voyez combien avec le climat qu'on a dans les pays d'Afrique, on a besoin de produits dans le froid, tout ce qui est réfrigérateur, congélateur, ventilateur, on les importe aujourd'hui. On pourrait déjà commencer par les assembler localement, créer du travail, former de la main-d'œuvre, développer des compétences en faisant ça. Donc c'est tout un ensemble de potentialités que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Et au moment opportun, on le rendra public. Ok. Merci pour cette introduction. On va passer à des choses plus concrètes tout à l'heure. Vous nous direz par exemple combien d'emplois ont été créés dans votre domaine, mais on viendra à cette deuxième partie. Monsieur, je voulais parler maintenant à monsieur Simon Sounou, qui est de DP World, donc ces grandes plateformes qui sont des solutions, qui offrent des solutions logistiques intelligentes, comme on dit maintenant, et facilitent le commerce.
Ça fait un petit moment que DP World est au Sénégal. Quel est votre directeur, votre patron tout à l'heure a dit que le Sénégal était c'était un partenaire extrêmement rentable pour DP World. Quels sont les avantages que le Sénégal tire du partenariat avec vous, à vos yeux? Thank you, Chair. I think just a few words about DP World before I answer your questions. So DP World has gone through a major transformation phase in the last few years. You know, we are known as a port operator. Up to a few years ago, we were a port operator. And today we position ourselves as a provider of end-to-end logistics solutions to our global customers. What does this mean? And I think the importance of economic zones, the place that it occupies in our global strategy, is very well reflected in the growing portfolio of economic zones of DP World. As of last year, just to give you an example, as of last year... Il y a des traductions, hein, j'espère. Il y a des traductions. Ça va, vous suivez? Il n'y a pas de problème de traduction. Bon, ça va, ok. So as of last year, we had 7 operational economic zones in Dubai, in London Gateway, in Dominican Republic, and in Djibouti. Obviously, our flagship economic zone project is Jebel Ali Free Zone in Dubai. It is one of the largest economic zones in the Middle East and Africa region. It covers an area of 7,800 hectares, which is massive, 7,800 hectares of land. It is home to about 8,000 companies, generating employment for about 150 jobs. And more importantly, I think this is key, and it shows how economic zones can add value and diversify the economy. Jebel Ali Free Zone contributes about 30% to Dubai's GDP. Yeah? So 30% to Dubai's GDP. Okay. Yeah? It's Jebel Ali Free Zone which has really positioned Dubai as a business hub in the region, with a number of companies, as I said, 8,000 companies, 150,000 jobs, and the economic contribution of 30%. So from 7 economic zones last year, this year alone, we are going to put on the market another 5 economic zones in the US, in Ecuador, in Berbera, in Somaliland, and in India. Yeah? And then we have another 10 or more economic zones in the pipeline, in Egypt, in Saudi Arabia, and of course a project which is very close to my heart, our SZ project in Dayan, which is going to be developed very soon, adjacent to the port that my colleague spoke about this morning. So this is to tell you how important we feel economic zones, the role that it plays in terms of our global strategy. So now you mentioned about DP World and Senegal. As we mentioned, you know, we came in Senegal in 2007. We started operating the port in 2008. And now the objective is to develop a greenfield port in Dayan, about 20 kilometers from Diamniadio. And our strategy is always to develop an economic zone adjacent to the port. And this is the model that has worked beautifully for us in Dubai. In Dubai, we have the port of Jebel Ali, which is one of the largest ports in the region, and adjacent to it, we have the economic zone. And this is exactly the model that we want to develop in Senegal as well. The port of Dayan, greenfield port, about 1.5 million TEUs in the first phase, and the economic zone will be developed adjacent to the port. The objective is very simple. What we are trying to do is through this new port and the new economic zone, we have 3 objectives. Number 1 is to reinforce the positioning of Senegal as the gateway to the region. Number 2, increase the competitiveness of Senegal in terms of manufacturing competitiveness, export competitiveness, and attracting FDI. And number 3, which is also important for the economy, is to design an economic zone which is conducive to import substitution. So these are the 3 main objectives behind this project of economic zone next to our port of Dayan. Okay. So do you think Senegal presents the same prerequisites as Dubai to get such a zone and they get the same results? Maybe my answer will surprise you. It presents even better attributes than Dubai. In the sense that Dubai, it is not part of a regional bloc, it is not part of a trading bloc, so it doesn't have any preferential trade agreements with any country surrounding Dubai. Whereas
Here, we are part, as you said, of Africa Free Trade Area and other regional blocks. So de facto, we have a market, a captive market for what can be produced in Senegal. Thank you. Alors, So we are very confident, very confident. Obviously, our success story in Dubai is going to help us in developing the economic zone here. But as I said, we are very, very confident about Senegal having all the key attributes to really position itself as the gateway for the region. And I'm sure that the port of Dayan and the economic zone will greatly contribute to that positioning. Ok. Alors, Monsieur Yvetot, l'ONUDI, qui fait la promotion du développement industriel, est-ce que, concernant les zones économiques spéciales, vous avez identifié les éléments qui en font un succès, par exemple en Chine? Est-ce que vous retrouvez les mêmes au Sénégal? Tout d'abord, merci de m'avoir invité ici. Je voudrais corriger juste une petite chose. Je ne suis plus représentant de l'ONUDI au Sénégal. J'ai été nommé il y a près 6 mois comme représentant de l'ONUDI auprès de l'Union européenne. Mais j'ai quand même été invité ici et je remercie vraiment les organisateurs, aussi pour le travail qu'on a fait ces dernières années, pour accompagner notamment le plan Sénégal émergent. Et en fait, nous avons signé un accord avec le gouvernement du Sénégal pour la mise en place d'un programme de partenariat pays et qui avait pour objectif justement d'accélérer l'industrialisation du Sénégal et réaliser vraiment une partie des projets, les composantes industrielles du plan Sénégal émergent. Et dans ce programme, il y avait évidemment les zones économiques spéciales. Et donc l'ONUDI a contribué à fournir de l'expertise pour notamment moderniser la loi sur les zones économiques spéciales, ce qui a lieu à une réforme, qui a donné 2 lois. Et ensuite, le président a pris 4 décrets présidentiels, un pour chaque zone économique spéciale. Donc il y en a 4 pour le moment. Il y avait des projets pour en avoir plus, même certaines dédiées au tourisme. Mais pour l'instant, il y en a 4. Et donc, nous avons accompagné notamment le parc que vous voyez en face en sortant de ce magnifique centre de conférence. Il y a la plateforme industrielle internationale de Diamniadio. Et donc, on a vraiment accompagné cette plateforme qui, au départ, c'est une petite, c'est pas aussi grand qu'à Dubaï, mais il fallait démarrer un peu petit et puis grossir ensuite. Donc, c'était une zone de près de 53 hectares, mais on a développé au départ que 13 hectares, qui a permis aussi aux équipes ici de s'entraîner et de pouvoir tester les différents modèles. Donc, petit à petit, des entreprises se sont installées avec différents domaines, aussi bien l'emballage que le carton, que des cartes biométriques, du textile. Et donc, vous voyez, vous posiez la question tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de secteurs qui peuvent s'installer. C'était assez diversifié, ça a créé plus de 1000 emplois. Et ensuite, quand cette zone a commencé cette première phase a été déjà remplie, et que j'ai eu l'honneur aussi et le privilège d'inaugurer avec son Excellence le président Macky Sall. Ensuite, après 2 ou 3 ans que cette première phase le parc a été rempli, il a fallu lancer une deuxième phase pour vraiment avoir 40 autres hectares vraiment disponibles pour les entreprises qui veulent venir investir. Il y a des entreprises sénégalaises, il y a des entreprises de la région, il y a des entreprises européennes. Et là, la phase que vous voyez, quand vous passez, elle est en construction, 17 nouveaux bâtiments qui devraient accueillir à peu près une trentaine d'entreprises. Donc c'est du concret, on parle de choses concrètes. Tout ça, évidemment, ça rentre dans le cadre aussi d'un plan plus large et d'une nouvelle politique et stratégie d'industrialisation 2021-2035 pour laquelle on a accompagné aussi le Sénégal avec la Banque africaine de développement notamment, et puis la mise en place d'autres types d'équipements, je dirais, d'infrastructures qui peuvent permettre à des investisseurs d'investir au Sénégal. On appelle ça des agropoles. Ce sont des pôles régionaux agro-industriels
qui ont pour l'objectif vraiment de développer les chaînes de valeur, aussi bien au sud, au centre qu'au nord du Sénégal. Il y a 4 agropoles qui sont déjà en train d'être établis. Donc tout ça avance très vite. Et je dirais que les S, puisque c'est un peu le thème d'aujourd'hui, quelle est la place des S dans la ZLECAf, dans cette grande zone? D'abord, les S, à quoi ça sert? Ce sont des accélérateurs. Donc, on crée un espace dans lequel on donne des avantages à la fois financiers, fiscaux, douaniers, de tous ordres. Et puis, on met en place une infrastructure où les entreprises vont pouvoir s'installer et travailler tout de suite. Il y a tous les facteurs de production, l'énergie, il y a l'eau, il y a la main-d'œuvre formée. Il y a des fois, souvent, on essaie de faire aussi un guichet unique. Et donc, tout est là pour marcher. Au lieu d'aller faire du camping, quelque part, si je prends cette image, les entreprises vont s'installer dans un 5 étoiles. Donc, tout marche et donc, c'est fait pour accélérer. Maintenant, pour que ça marche aussi dans la ZLECAf, il faut que la ZLECAf en fasse vraiment une priorité. Le problème qui arrive souvent, au niveau pays ou au niveau après régional ou continental, c'est parce que parfois il y a des politiques qui sont un peu contradictoires. Donc il faut vraiment réussir à se coordonner. Et si on prend qu'un exemple, si on prend les règles d'origine, si par exemple on autorise les zones économiques spéciales à avoir moins de taxes sur les importations des intrants qui permettent de produire ensuite des produits qui seront qualifiés d'africains, ça peut être aussi un obstacle si on met des taxes sur ces intrants. Ensuite, si on laisse la possibilité à des pays, eux, de plutôt freiner le côté un peu préférentiel des produits qui viendraient des Est d'autres pays, par exemple. Donc, si on veut que ça marche, il faut vraiment qu'on mette la priorité sur les Est et qu'on permette de fonctionner. Parce que tout le marché africain, avec la croissance de la population africaine, il faut vraiment passer à une autre échelle. Et cette autre échelle, les S sont là, sont des moteurs d'accélération. Avoir plus d'entreprises, avoir plus d'emplois. Les emplois qu'il y a dans les entreprises qui sont dans les zones industrielles, souvent, sont des emplois plus qualifiés. Plus qualifiés égale des revenus plus importants. Des revenus plus importants égale la constitution d'une classe moyenne, la possibilité aussi pour les gens de contribuer aussi au budget du pays qui permet de financer l'éducation, la santé. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut mettre en place. Alors c'est complexe, ça ne se fait pas en un jour. Il faut la création d'un écosystème, mais je pense qu'aujourd'hui tout est réuni au Sénégal pour vraiment avancer, relier, s'assurer que les parcs ne soient pas des îles complètement déconnectés de leur environnement, mais s'assurer au contraire qu'ils soient connectés en amont avec les petites et moyennes entreprises, avec les centres de formation, avec les universités et les centres de recherche, en aval avec les acheteurs, avec les clients potentiels, les marchés extérieurs. Donc tout ça, c'est très important. Et puis aussi, je voudrais mentionner, pour finir dans cette première partie de réponse, l'importance aussi de vraiment avoir une vraie stratégie de promotion des investissements. Et avec un projet financé par l'Union européenne et les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, l'ONUDI a mis en place justement une plateforme qui s'appelle Invest in ACP, vous pouvez chercher, et puis là vous allez voir des opportunités de projets, il faut connecter vraiment aussi ces S avec les occupants futurs potentiels et les investisseurs, mais pour cela il faut qu'ils aient vraiment les informations à jour et aussi des projets sur lesquels investir. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Alors, vous dites des accélérateurs. Est-ce que on peut parler d'incubateurs industriels? Est-ce que c'est un terme qui vous parle? Est-ce que ça convient? En fait, oui et non, parce que en fait, à l'origine, voilà, vous mettez en place une plateforme, comme je disais, une sorte d'hôtel 5 étoiles, en tout cas un endroit avec des avantages et aussi des équipements qui permettent de démarrer. Et ce sont souvent des entreprises déjà constituées qui viennent, etc. Ah, ouais, okay. Mais en travaillant, évidemment, plus vous avez une concentration d'entreprises, plus vous avez évidemment des activités connexes qui se développent, parce que toutes les entreprises, quand on se imaginez que vous ayez 50 entreprises, vous commencez à avoir un besoin de transport, même, je dirais, d'alimentation pour avoir une cantine pour les travailleurs. Il vous faut ensuite certains services de nettoyage, de maintenance, des services d'énergie.
de la formation. Donc petit à petit, vous avez ce système crée et génère des besoins qui créent ensuite, qui permettent à d'autres entreprises, des petites entreprises, qui sont dans le parcours à l'extérieur, d'émerger. Et donc c'est pour ça que cette concentration, ce qu'on appelle les concentrations, l'agglomération industrielle, on appelle ça, si c'est bien relié avec l'extérieur, en fait, c'est pour ça que c'est un moteur, parce que non seulement les entreprises se développent à l'intérieur, mais elles tirent tout autour l'écosystème des petites et moyennes entreprises qui se trouvent vraiment dans toute la région. Et juste une dernière question, vous avez parlé de la possibilité qui a été évoquée à un moment donné de faire aussi dans la ZES et une chaîne de valeur du tourisme. Comment est-ce possible? Comment ça se passe visuellement? J'ai du mal à imaginer comment c'est. Non, en fait, comme on l'a dit, c'est un territoire. Les ZES, comme vous l'avez très bien dit, c'est un territoire sur lequel on donne certains avantages. Donc, je pense que ça avait été présenté par un ministère qui n'existe plus, mais qui s'occupait avant, il y a quelques années, des ZES, et qu'en fait, il y avait eu déjà un rapport qui avait été fait pour créer à peu près 8 ZES, dont 4 supplémentaires, et une notamment dans le Sine Saloum, où, par exemple, des zones auraient été dédiées et permettre, justement, avec aussi des incitations, au secteur touristique de se développer. Des hôtels, des restaurants, et aussi toutes les chaînes de valeur qui pouvaient ensuite les fournir. Donc il ne faut pas oublier que quand vous avez des hôtels ou des restaurants, ce sont un peu comme, au lieu d'exporter, en fait, vous importez vos acheteurs. Et donc c'est une formidable, je dirais, possibilité si vous travaillez avec tout le secteur agro-industriel ou le secteur artisanal, ou les vêtements, les tissus, les produits cosmétiques. Donc, vous avez vos acheteurs qui viennent, et si vous préparez bien toutes les chaînes de valeur liées au tourisme, donc vous avez là vraiment un formidable moteur aussi de développement des activités agro-industrielles autour du secteur touristique, et puis aussi des services purement touristiques, de visite, de sport, de découverte, qui sont liés au tourisme. Donc voilà, c'est comme ça que peut fonctionner une zone économique spéciale dédiée au tourisme. Merci, je crois qu'on a une meilleure idée de ce que peut être une ZES et comment elle fonctionne et ce que c'est qu'une agglomération industrielle. Nous saluons l'arrivée de M. Abdoulaye Baldé, le DG de l'APIX, et je suis ravie de lui donner la parole parce que l'APIX, qui est à l'origine d'abord de ce forum et qui est promoteur en chef des ZES, va pouvoir nous dire un peu ce qui a été fait au Sénégal à ce jour, dans les 3 ZES, je crois, qui existent, Damnadio, Dias, Sandiara, où on en est aujourd'hui, combien d'emplois ont déjà été créés, et vraiment faire le point. À vous, Monsieur Baldé. Merci. Le retard qui est dû au fait que j'ai accompagné le président de la République qui était en train de visiter les stands de l'exposition. Tout à fait. Donc je suis très heureux de partager ce panel avec mes collaborateurs qui sont tout autour. Et je voulais aussi vous dire que tout l'honneur que nous avons aussi de vous recevoir et comme modérateur dans ce panel. Les zones économiques spéciales au Sénégal découlent de la vision du président dans le cadre du PSE. Et il faut dire que ces zones existent depuis quelques années. On en a à peu près 4 qui fonctionnent, plus ou moins. Donc c'est la zone économique spéciale de Sandiara, dont le promoteur est le maire de Sandiara. Mais de par la loi sénégalaise, l'APIX est l'administrateur de l'ensemble des zones économiques spéciales, qu'elles soient de nature privée ou de nature publique. Donc cette zone économique spéciale de Sandiara, c'est la plus développée, en fait c'est la plus avancée, même si elle manque un peu d'infrastructures. Et donc elle est développée par le maire de Sandiara et une collectivité locale. Ensuite nous avons la zone économique spéciale qui est au niveau de Diamniadio, qui est de moindre dimension. La zone de Sandiara est de 100 hectares. Celle de Diamniadio,
dont le promoteur développeur est la POSI, l'agence de promotion des sites industriels. Mais aussi est une étendue de 50 hectares. C'est vrai, nous avons déjà beaucoup d'unités industrielles qui sont installées là. Et il y a une deuxième phase sur le financement du gouvernement du Sénégal, donc d'à peu près 60 milliards, donc qui a consisté à construire des hangars pour y installer des unités industrielles qui sont destinées à l'exportation. La troisième zone économique spéciale que je reviendrai, c'est celle de Dias, celle qui est directement administrée par l'APIX. Mais aussi à côté, il y a une zone économique spéciale qui est dédiée un peu à la sidérurgie, qui est la zone économique spéciale de Bargny-Sendou. Nous avons aussi une zone économique à vocation de développement du sel, qui est au niveau de Fatick, qui est d'ailleurs la plus grande, elle est sur 1200 hectares. Et nous sommes aussi en train de travailler avec le gouverneur de Tambacounda et le maire de Bélé pour développer une zone économique spéciale au niveau de la frontière avec le Mali, de manière à en faire en Europe. Mais aussi, il y a d'autres initiatives, une zone économique spéciale à Touba. Il y a la zone économique spéciale que Dubaï Port Show doit développer à côté du port de Ndayane en compagnie avec le port autonome de Dakar. Le vice-président exécutif de Dubaï Port Show en a parlé tout à l'heure. Donc c'est une zone qui est presque contiguë à la zone dont je voulais parler tout à l'heure et que je présentais tout à l'heure la maquette à M. le Président de la République, qui est la zone économique spéciale de Dias, qui est collée juste à l'aéroport international de Dias et qui est la plus grande en superficie en dehors de celle de Fatick, qui fait 718 hectares et qui est directement administrée par l'APIX. C'est un titre foncier qui est mis au nom de l'APIX depuis 2007. Ensuite, il y a une nouvelle loi à partir de 2017. Mais il faut dire que seulement 2% de la superficie a été jusqu'à présent exploitée. Donc très peu d'unités industrielles qui sont installées, il y en a à peu près 4. Donc quand je suis venu à la tête de l'APIX, nous avons impulsé une nouvelle dynamique parce qu'on s'est rendu compte que le frein au développement de ces zones économiques spéciales, c'était l'aménagement, les infrastructures et l'énergie qu'il fallait amener. Et donc nous avons bien entendu poursuivi avec la BOAD qui nous a financé pour un montant de 31 milliards. Donc d'ailleurs, les travaux devaient être lancés cette semaine par le président de la République pour aménager une zone de 100 hectares. Et aussi ce soir avec Euraise, donc je salue la présence du représentant ici, nous allons signer un MOU pour exploiter 220 hectares sur un financement de 265 millions de dollars sous forme de partenariat public-privé avec 60% de part pour Euraise et puis les autres entre APIX et l'apporteur du projet. Donc de façon globale, les zones économiques spéciales sont encore nouvelles au Sénégal. Nous avons, avec les agropoles, ces derniers temps, amorcé un nouveau tournant. Et nous pensons qu'avec l'accompagnement des bailleurs et puis les nouveaux modes de financement que nous avons enclenchés en partenariat public-privé, en créant des SPV, nous pensons que nous allons pouvoir rapidement développer ces zones économiques spéciales, surtout celle de Dias, qui est au cœur d'une sphère qui est à l'aéroport international de Dakar. Vous avez Diamniadio qui n'est pas qui est tout près. Vous avez le pôle urbain de Daga-Holpa qui va être développé comme celui de Diamniadio. Et ensuite vous avez le port de Ndayane, la zone économique spéciale de Sendou. Et puis c'est le triangle que le président appelle le triangle de prospérité. Donc j'ai été long, je suis désolé. Bon, je vais m'en arrêter là jusqu'à... Moi, j'en ai compté 7 à peu près, pour le moment. Ah, les 7, oui, les zones économiques spéciales, absolument. Okay. Donc, nous pensons qu'en développant cette zone, et vraiment, on est dans une bonne dynamique parce qu'on a déjà 32 entreprises qui ont fait des réservations. C'est une zone stratégique qui est dans ce que le président appelle le triangle de prospérité, parce qu'il y a l'aéroport, il y a les deux ports, et ensuite, il y a le pôle urbain, et puis le terre, il y arrive, il y a l'autoroute à péage, et puis nous avons l'aéroport, toutes les infrastructures donc, de connexion qui sont déjà sur place, et nous pensons que nous allons pouvoir développer très rapidement cette zone économique spéciale. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre? Parce que les perspectives sont énormes sur le PIB, sur toutes sortes de secteurs, sur les chaînes de valeur, etc. Mais au moment où vous êtes en train de lancer tout ça, de construire,
Qu'est-ce qui vous retient, ou vous handicape, ou vous gêne, ou pose des problèmes? En fait, ce qui a toujours posé le problème, c'est le financement. Toujours. Parce qu'on a toujours axé le financement de ces zones économiques sur l'État. Vous savez que le niveau d'endettement des États aussi est assez important. Et donc, avec la nouvelle stratégie, la nouvelle vision que nous voulons amorcer, c'est-à-dire qui consiste à bâtir des SPV, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris, parce que l'APIX étant l'administrateur des zones économiques spéciales, ne peut pas être aussi directement administrateur, elle ne peut pas être directement gestionnaire. Donc, nous avons mis en place une société de projet qui s'appelle, sur derrière les conseils de Tangemet Ingénierie, une société de projet qui s'appelle APIX Zone économique spéciale. Et donc, à partir de APIX Zone économique spéciale, nous créons des SPV, donc une SPV avec Erage, qui va exploiter 220 hectares. Nous allons en créer d'autres pour créer de l'énergie photovoltaïque sur 100 hectares. Nous allons en créer d'autres pour mettre en fait pour les aménagements, mais aussi pour mettre de l'eau, amener de l'eau, de manière à ce que nous puissions en tout cas aménager l'ensemble. Mais déjà, nous avons les 31 milliards de l'État du Sénégal pour faire la voirie, pour faire les verres, pour faire aussi la station d'épuration et tous les aménagements paysagers qui vont. Maintenant, il nous restera, je pense que nous sommes dans une nouvelle dynamique. Avec le président de la République, nous allons lancer des travaux dans les jours qui viennent. Et à partir de là, je pense que le tempo sera donné et qu'on va avancer plus rapidement. Eh bien, nous, comme vous citez Tangermed, on aurait aimé parler à M. Bénitz, qui devait faire une communication, mais on est tous très curieux, je crois, sur cette expérience-là, parce qu'elle est présentée comme l'une des plus grandes success stories de zone économique spéciale en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de Tangemed pour le Sénégal et peut-être pour d'autres zones? Qu'est-ce qui a fait le succès de cette zone que vous connaissez et avec qui vous êtes en partenariat? C'est vrai, nous avons des représentants de Tangemed. Je ne sais pas si le directeur Tout à fait, était là, Mohamed. Il n'y a pas Mohamed Bénitz, mais il y a M. Nasser. Donc, l'expérience que nous avons tirée, d'abord, c'est le modèle économique et sur le modèle de gouvernance. Parce que, généralement, ce qui retardait le développement, c'est vrai qu'il y avait le financement, mais il y avait aussi des lourdeurs dans l'accès aux fonciers, dans l'absence d'aménagement, mais aussi dans la gouvernance de façon générale, la délivrance des autorisations de construire, les exonérations. Donc tout cela, ça a nécessité une étude stratégique que Tangemed nous a fait sur presque 1 millier de pages pour nous donner l'expérience, parce qu'ils ont commencé il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui c'est devenu la zone la plus importante. Donc ils nous ont guidés dans le modèle économique qu'il faut adopter pour attirer les investisseurs, mais aussi dans l'allègement de la législation. Parce qu'en fait, l'objectif des zones économiques spéciales au Sénégal, c'est d'abord, c'est de créer des emplois massifs. 2, mais aussi, c'est d'accélérer l'industrialisation de notre pays. Mais la troisième option, c'est surtout de réduire le déficit de la balance commerciale. Parce que nous importons beaucoup de l'étranger. Donc, à partir des zones économiques spéciales, c'est vrai qu'on a des avantages fiscaux, on a des avantages douaniers, des avantages sociaux, mais un accompagnement aussi, même sur le plan de l'énergie. Il y a une autonomie de la gestion de l'énergie dans les zones économiques. Aujourd'hui, au Sénégal, le facteur le plus bloquant, c'est le facteur de production le plus important, c'est l'énergie. Nous sommes à peu près à 120 francs le kilowatt, là où la Côte d'Ivoire est à 56. Donc nous pensons que ceux qui vont s'installer dans les zones économiques spéciales vont bénéficier davantage sur ce plan-là pour d'abord avoir un accès à l'énergie à un coût moindre, mais aussi avoir un accompagnement beaucoup plus rapproché. Mais la loi impose pour la zone économique, ça dépend des zones économiques. Celle de Dias, pour s'y installer, il faut que vous pourrez écouler 40% de votre production au Sénégal, mais les 60% doivent être exportés. Donc c'est pour nous permettre de réduire la balance commerciale. Et vous ne pouvez pas aussi investir moins d'1 milliard, et vous ne pouvez pas créer moins de 150 emplois. Donc il y a des conditions qui sont exigées, et donc ils font que, je pense que si nous arrivons à les développer, nous allons
nous inscrit dans l'agenda 2105 de l'Union africaine qui nous permet vraiment d'industrialiser très rapidement notre pays. Eh bien, à propos de création d'emplois, monsieur le DG, je ne vous laisse pas encore. On sait que les ES en Chine ont créé plus de 30 millions d'emplois. Et au Sénégal, dans vos estimations par rapport aux 7 qui existent déjà, est-ce que vous avez un chiffre sur lequel on peut rêver ou on peut... En fait, le niveau d'emploi qui est créé encore est très faible parce que, comme je l'ai dit, l'ensemble des zones, si on les prend, peut-être le niveau d'aménagement est de l'ordre de 2%. Donc, on n'est pas vraiment à un niveau très élevé d'installation d'unités industrielles. Et le niveau d'emploi aussi est assez faible, on est à peu près à 1500. Alors où nous attendions 25 000 emplois. Et nous pensons qu'avec la mise en place de la zone économique spéciale de Diass, on a déjà 32 unités industrielles qui ont fait des réservations pour s'y installer. Il y a aussi des organisations internationales comme l'OMS qui va y installer son hub sous-régional qui va couvrir 27 pays de l'Afrique de l'Ouest sur 5 hectares. Donc nous pensons que nous allons vraiment développer beaucoup d'emplois. L'objectif, c'est de créer d'ici quelques années 25 000 emplois au profit de la jeunesse sénégalaise, mais aussi des femmes. Donc c'est un objectif qu'on nous a fixé et nous pensons qu'avec l'aménagement de l'ensemble de cette zone, plus les zones économiques qui vont être mises en œuvre au niveau de Bélé, au niveau de Sendou, au niveau de Sanyara, de Fatick, mais aussi de Touba, nous allons rapidement atteindre ce chiffre. Ok. Eh bien, merci. Je vais passer la parole en dernier donc, aux représentants de la BOAD, puisque le financement est le principal problème qu'on rencontre à ce niveau pour le développement des ES. Quel est le rôle de la BOAD en tant que banque de développement de l'Afrique de l'Ouest et aussi, j'allais dire, une banque endogène, puisque, comme le disait le président tout à l'heure, il faudrait vraiment que les fonds puissent être collectés, je dirais, en Afrique et par des acteurs africains. Merci, Madame la modératrice. Je suis Sidi Maïga, je suis le responsable des infrastructures de la BOAD. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, je représente M. Daouda Berté, qui est le directeur du département des infrastructures et de l'économie numérique. Je voudrais d'abord vous remercier à la suite du président Serge Ekoué qui a assisté au panel ministériel donc pour avoir convié la BOAD et échanger avec les co-panélistes sur leur expérience et puis vous dire la vision de la BOAD en matière de développement des zones économiques et spéciales. La BOAD, en tant que Banque des États, a financé 3 projets des ES. Il s'agit d'abord de la zone de biotechnologie, des technologies de l'information et de la communication à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Le deuxième projet, donc, c'est le projet la plateforme industrielle d'Aditi Kopé, dont je me réjouis que le représentant de Arise est là, donc qui est le promoteur donc, de ce projet. Et le troisième projet, donc, c'est la zone économique spéciale intégrée de Diass. Et quand vous allez regarder donc, la BOAD conformément à son rôle, c'est d'accompagner effectivement les États et les secteurs privés de l'Union pour la mise en œuvre donc, des projets structurants. Comme vous le savez, les défis et puis les priorités sont nombreuses. Et il faut donc investir dans des projets structurants qui ont un effet d'entraînement sur donc, les autres secteurs de l'économie. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité un seul instant donc, à accompagner les États et puis le secteur privé pour le développement des zones économiques spéciales, donc, comme vous l'avez dit, qui sont vraiment des zones pourvoyeuses d'emplois. Et quand on parle d'emploi, c'est des milliers d'emplois. Le directeur de la PIX a dit, pour la seule zone économique spéciale intégrée de Diass, c'est 25 000 emplois. Et pour seulement donc, la superficie donc, qui est aménagée, il n'y a pas de doute qu'on puisse, donc, en aménageant les 700 hectares, et puis avec le développement d'autres zones économiques spéciales
au Sénégal, qu'on puisse atteindre un chiffre comparable ou pas loin de celui de la Chine. Alors, la BOAD, avec ces 3 projets en termes donc de financement, le coût total de ces projets dont j'ai cité, c'est 268 millions de dollars US, et dont 114 millions de dollars US de la BOAD. Cela représente en fait 43%. Nous comptons sur donc l'effet de levier. Comme vous le savez, la mobilisation des ressources, le financement, c'est le nerf de la guerre. Et nous comptons sur l'effet de levier. Nous avons cofinancé ces projets avec Exim Bank Inde et puis avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Donc nous jouons effectivement dans le financement des projets un effet de levier de 1 à l'ordre de 4. Donc c'est pour vous dire que il y a un défi en termes de financement. Et comme vous le savez, les ressources concessionnelles sont rares et il va falloir donc mobiliser d'autres partenaires comme les gouvernements seuls ne peuvent pas faire. Il y a le niveau d'endettement par rapport au PIB dont a parlé le directeur de l'APIX tout à l'heure. Donc il va falloir donc trouver des solutions innovantes pour le financement de projets. Et avec en ligne de mire, bien sûr, les partenariats publics-privés. Donc voilà un peu donc le rôle que la BOAD joue à travers le financement des ES, un rôle d'accompagnement et de promotion de ces zones économiques spéciales, conformément à ses missions statutaires, donc qui est celle donc de l'intégration régionale et puis le développement équilibré de ces États membres. Merci. Eh bien, je vous remercie. Merci à tous. Notre panel a été un petit peu chahuté par beaucoup de changements, mais je crois que l'essentiel a été dit sur les zones économiques spéciales. Et je remercie donc Monsieur le docteur Abdoulaye Baldé, Monsieur Simon Sounou, Monsieur Christophe Yvouto et Monsieur Maïga qui remplace Monsieur Daouda Berté. Merci à vous. Voilà.